qu'on appelle la grande et la petite circulation. Partout à travers des vaisseaux fermés. Et ces vaisseaux, j'ai eu à vous dire, sont constitués d'artères, d'artérioles, de capillaires, de vénules et de veines. Ce que aujourd'hui son travail pour faire quoi? Pour nourrir ce que j'ai appelé tantôt ces enfants, ce sont les organes. En amenant la nourriture. La nourriture, c'est le sang. Parce que dans ce sang, il y a plusieurs éléments, parmi lesquels des sels minéraux, des vitamines, mais vous avez aussi du sucre, vous avez des protéines, vous avez aussi des lipides qui sont oxydés. C'est l'oxygène qu'on inspire qui les attaque pour en fait donner du CO2, de l'eau et de l'énergie. La deuxième forme d'énergie qu'on appelle de l'ATP. Et c'est cette énergie qui permet le glissement des filaments d'actine et de myosine. Donc ce que travaille, on a quantifié son travail, on vous a dit pourquoi il travaille, mais à un certain moment, ce travail-là peut être déréglé. Déréglé parce que l'organisme lui-même subit. Qu'est-ce qu'il subit? J'ai donné des exemples. La peur, les accidents, les maladies, les émotions, le stress. Tout cela fait que ce travail du cœur peut être modifié. Mais quand on dit qu'un travail est modifié, c'est parce qu'au début, il y a un référentiel. Les référentiels, c'est ce qu'on appelle les constantes. Ces constantes se mesurent au niveau de l'activité cardiaque par ce qu'on appelle la tension. Vous avez deux valeurs, une tension systolique et une tension diastolique. Cette tension résume, en fait, la quantité de sang qui doit arriver vers un organe, la pression avec laquelle cette quantité doit arriver, mais aussi le volume, le débit, tout se résume au niveau de ce qu'on appelle la tension. C'est pourquoi, chez l'individu, quand vous allez consulter, le médecin prend la tension et à partir de la tension que vous avez, il peut conclure à certaines choses. Alors, cette tension, si le cœur est déréglé, ces constantes vont changer. Quand on dit maintenant qu'un cœur est déréglé et qu'il fonctionnait selon un référentiel connu, je vous ai donné quelques exemples. Chez l'homme, la tension normale, l'homme avec petite h, est aux environs de 120 mm de mercure pour la tension systolique, mais de 90 mm de mercure pour la tension diastolique. Au-delà de ces valeurs, on dit que cet homme est en hypertension. En deçà de ces valeurs, on dit que cet homme est en hypotension. En d'autres termes, ce cœur qui est déréglé, soit ses constantes augmentent, soit ses constantes diminuent. Mais le cœur doit inlassablement essayer de revenir à ses constantes. Cette fonction d'essayer d'amener ces constantes à des valeurs normales, c'est ce qu'on appelle la régulation. Alors cette régulation, soit le cœur s'emballe, soit le cœur bat en dessous. Donc nous devons avoir deux systèmes. Un système qui, lorsque le cœur travaille au-delà de ce qu'il devait faire, ce système-là doit ramener ce cœur à un niveau normal. C'est le système cardio-modérateur. Lorsque le cœur ne travaille pas suffisamment, nous devons avoir un système qui ramène le cœur à ses constantes normales. C'est le système cardio-accélérateur. Je mets témoin que je vous ai décrit ces deux systèmes. En partant du premier, le système cardio-modérateur. Je vous ai dit que le centre nerveux du système cardio-modérateur se trouve au niveau du plancher du quatrième ventricule, correspondant au sinus rhomboïdal chez la grenouille. De ce centre cardio-modérateur, en d'autres termes qui modère le rythme cardiaque, par un nerf, un long nerf, qui chemine le long du cou, dans le tronc du vague, pour s'en détacher un peu plus loin, arrivant au niveau du plexus intracardiaque, et ce nerf déverse de l'acétylcholine, ce qui entraîne une diminution du rythme cardiaque.
Je vous ai dit aussi que ce nerf, du côté droit, innerve le plexus intracardiaque et précisément le nœud de Keith et Flack. Du côté gauche, les terminaisons nerveuses de ce nerf arrivent au niveau du nœud d'Ashok-Tarwara. Alors, ce système étant placé, je vous ai décrit là ce qu'on appelle les voies centrifuges. Les voies centrifuges de l'autre système qui permet maintenant d'augmenter le rythme cardiaque lorsque le cœur travaille en deçà. Ce centre nerveux se trouve dans la moelle épinière, dans une zone comprise entre les vertèbres C1 jusqu'à la vertèbre D7. Je mets témoin que j'ai essayé de vous expliquer où se trouve ce centre et comment il est constitué. Je vous ai dit que de ce centre partent des fibres présynaptiques et des fibres post-synaptiques. Qui dit fibre présynaptique et ensuite fibre post-synaptique parle vraisemblablement de ganglions. Ces ganglions ne se font pas de manière hasardeuse et se trouvent dans une chaîne qu'on appelle la chaîne latéro-vertébrale. Les fibres de C1 à C3 arrivent au niveau du ganglion cervical supérieur. C4, C5, C6, C7 passent par le nerf vertébral. D1, D2, D3, D4 arrivent aussi au niveau du ganglion étoilé mais à un niveau inférieur. Et enfin, D5, D6 et D7 arrivent toujours au niveau de ce ganglion étoilé mais en passant par ce qu'on appelle la chaîne latérale. Ce sont les fibres présynaptiques. Du ganglion cervical supérieur par une fibre post-synaptique. Du ganglion étoilé part aussi une autre fibre post-synaptique et ces deux fibres arrivent au niveau du plexus intracardiaque où elles déversent de l'adrénaline, ce qui nous permet en fait d'augmenter le rythme cardiaque. Alors, ce sont les voies centrifuges. Mais pour que ces centres nerveux-là puissent être informés, il faut qu'il y ait des voies centripètes. Les voies centripètes, je vous les décris. Il y en a deux. Il y en a une qui part de la partie ascendante de la crosse aortique. Et il y en a une autre qui part de ce qu'on appelle le sinus carotidien. De la partie ascendante de la crosse aortique part un nerf qu'on appelle le nerf de Sion, qui chemine le long du cou et qui arrive au niveau du centre cardiomodérateur vulvaire par la voie du laryngé supérieur. Du sinus carotidien, qui est en fait une formation complexe constituée du sinus carotidien au sens strict et du glomus carotidien, par un autre nerf qu'on appelle le nerf de Henry, qui lui arrive aussi au niveau du centre cardiomodérateur vulvaire par la voie du glossopharyngé. Ces nerfs informent donc le centre cardiomodérateur vulvaire. J'ai eu aussi à vous comparer les deux nerfs en vous disant que le nerf de Sion agit simplement par contact, mais le nerf de Henry est un nerf dépresseur et exerce de manière permanente une tension au niveau du centre cardiomodérateur vulvaire. Je mets témoin que je vous ai dit tout ça. Maintenant, lorsqu'on a une tachycardie au niveau du cœur, c'est les voies centripètes partant de la crosse aortique et du sinus carotidien qui vont aller informer le centre cardiomodérateur. Mais avant que ces centres-là ne se mettent en jeu, il y a un premier réflexe que vous devez absolument retenir, c'est le réflexe qui permet de désengorger le cœur droit. La distension des parois de l'oreillette droite par une augmentation de la pression intracavitaire, de même qu'une hypertension au niveau des veines caves, va entraîner une tachycardie. C'est une tachycardie de départ et on arrive à une tachycardie. Ce réflexe chemine le long d'un nerf centripète qu'on appelle le nerf de Bendridge, excitation du centre cardio-accélérateur médulaire et par les voies sympathiques déversement d'adrénaline au niveau du cœur, ce qui va entraîner davantage des contractions du cœur, histoire de désengorger le cœur droit. Ensuite, un réflexe part de la partie ascendante de la crosse aortique, chemine le long du nerf de Sion, qui excite le centre cardiomodérateur bulbaire et ce centre, via le nerf 10, déverse de l'acétylcholine au niveau du cœur, entraînant une diminution du rythme cardiaque, ce qu'on appelle une bradycardie compensatrice. De la même manière, un autre réflexe va partir
du sinus carotidien au sens strict, parce que la tension a augmenté, mais aussi du glomus carotidien, parce que le taux de CO2 a augmenté. Excitation donc du centre cardiomodérateur bulbaire et par la voie du nerf du déversement d'acétylcholine au niveau du plexus intracardiaque. Lorsqu'on est maintenant en hypotension, le cœur aussi réagit en faisant appel à quoi? En faisant appel au système cardio-accélérateur médulaire. Les réflexes partent toujours de la partie ascendante de la crosse aortique et du sinus carotidien. Ces nerfs ne vont pas directement vers le centre cardio-accélérateur médulaire, mais vont toujours vers le centre cardio-modérateur bulbaire. Cette fois-ci, ces nerfs vont inhiber le centre cardio-modérateur bulbaire. L'inhibition du centre cardio-modérateur bulbaire va entraîner l'excitation du centre cardio-accélérateur médulaire par un interneurone, et ce centre, via ses fibres présynaptiques et ensuite les fibres postsynaptiques, déverse de l'adrénaline. En fait, c'est de la noradrénaline au niveau du plexus intracardiaque, entraînant ce qu'on appelle une tachycardie compensatrice. Voilà ce que fait le cœur. Le cœur continue de résister, de maintenir l'organisme en vie. Mais s'il n'y arrive pas, ces enfants des vaisseaux vont l'aider aussi à essayer de remettre ces constantes à la normale. Et c'est ce qu'on appelle la vasomotricité qu'on va voir aujourd'hui. La vasomotricité. On entend définition. Définition. D'accord? Voilà. On entend par vasomotricité la propriété qu'ont les vaisseaux de faire varier leur calibre par le jeu d'éléments musculaires contenus dans leurs parois. Alors, le jeu d'éléments musculaires. Nous avons des vaisseaux avec une ouverture normale. Et quand l'ouverture est normale, les constantes sont normales. On est d'accord? Maintenant, lorsqu'on est en tachycardie, le papa, le patriarche, fait tout pour ramener ces constantes à un niveau inférieur. Les enfants ne laissent pas le cœur travailler seul, ils vont s'agrandir. On est d'accord? Histoire de diminuer la pression, histoire de diminuer le débit. Cela permet davantage d'arriver à une bradycardie compensatrice. Lorsque maintenant le cœur est en bradycardie, l'ouverture va se resserrer pour permettre au sang de buter davantage sur les parois, histoire d'augmenter la pression et le débit, ce qui va aider le cœur à revenir à une tachycardie compensatrice. C'est ça qu'on appelle la vasomotricité. La vasomotricité est une propriété commune à tous les vaisseaux à cause des nombreuses fibres musculaires lisses de leurs parois, exception faite aux gros troncs artériels et les capillaires proprement dits. Alors, ça je ne l'ai pas dit hier, excepté les gros troncs artériels, c'est-à-dire l'artère aortique et quelle artère? Pulmonaire. D'accord? Ces artères sont déjà assez larges et doivent contenir tout le sang. Donc ces artères-là ne diminuent pas leur calibre ou augmentent leur calibre. Imaginez que l'artère, l'aorte, diminue son calibre, mais le sang va refluer vers le cœur. C'est pourquoi les artères ne diminuent pas leur calibre. On est d'accord? Maintenant, au-delà, lorsque la distribution est faite, c'est en ce moment-là que les artérioles modifient leur calibre. Maintenant, les capillaires. Imaginez qu'au niveau des capillaires, c'est là où les enfants se nourrissent, les organes. Je vous l'ai expliqué, ceux qui ont compris savent que les capillaires sont des vaisseaux qui englobent les organes pour permettre à ces organes de puiser du sang la nourriture.
Et quand je dis les organes sont constitués de tissus, les tissus sont constitués de cellules. Donc c'est la cellule qui va pomper la nourriture du sang. Vous me suivez? Parce que ce qu'on mange, nous, après avoir mâché, ça passe au niveau de notre estomac. Au niveau de l'estomac, ceci est broyé. Quand c'est broyé, on sépare ce qui n'est pas utilisable de ce qui est utilisable. Ce qui est utilisable passe au niveau de l'intestin grêle. Et lorsque ça arrive au niveau de l'intestin grêle, il y a le sang qui borde l'intestin grêle et par un phénomène de transport, tout ce qui est bien dans ce qu'on a mangé, dans l'intestin grêle, va passer dans le sang. Pourquoi? Parce que ce sang-là va arriver au niveau des organes et ces organes-là vont puiser dans ce sang-là les éléments qui les intéressent. Et c'est comme ça que dans nos cellules, vous allez retrouver des vitamines, des sels minéraux, du sucre, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, lorsque ces organes-là mangent, on ne peut pas, au moment de donner à manger, imaginez un enfant, vous prenez une cuillère, mettez une cuillerée, vous lui donnez à un rythme. Tac, 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 ce sont les cellules qui mangent. Et à un certain moment, tac, 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 il va étouffer. C'est ce qui se passe au niveau des cellules. C'est pourquoi au niveau des capillaires, il n'y a pas ce changement. Ou bien tu fais tac, ce qui est normal, tac, ce qui est normal, tac, et à un certain moment, tac, tac. Que fait l'enfant? Il va pleurer. C'est ça comme voilà comment fonctionne l'esprit. C'est pourquoi au niveau des capillaires, rien ne change. La vasomotricité comporte la vasoconstriction. Grial. Constrict. J'ai beau dire Grial. Vous suppliez. Dans vos copies, vous allez écrire. Et quand le prof va, vous dites que vous avez trouvé, il est méchant. Alors qu'il vous a averti. Construction et constriction, ce n'est pas la même chose. Donc, je l'ai dit en salle, je suis quitte avec ma conscience. Vasoconstriction, c'est la même chose que décérébrer. Voilà, comme vous héritez de tout, vous héritez des comptes rendus de l'année dernière, de l'année qui est derrière, vous ne faites que recopier. Ce n'est pas décélébrer. Quand j'ai eu une réunion avec mes assistants, j'ai attiré leur attention en leur disant que je vous ai parlé de ça. Donc même si vous recopiez, vous héritez, regardez bien si c'est décélébré. D'accord? Hein? Au lieu d'écrire décélébrer. Je sais que vous avez l'habitude de célébrer, ça vous êtes très fort, surtout vos anniversaires. Ça, maintenant c'est devenu systématique, quoi. Mais ici, on ne célèbre rien du tout. On détruit le système nerveux central. La vasoconstriction. Il y a des expériences qui sont dans le texte. Je les lis et je passe. Parce que, je vous l'ai dit une fois, après avoir traité, j'ai donné ça à l'examen, c'était l'année où il y avait les plus mauvaises notes. Les expériences de Claude Bernard et autres, je lis et je passe. Je vous explique ce que je peux vous expliquer, mais ce n'est pas à retenir. D'accord? La vasoconstriction. L'existence de nerfs vasoconstricteurs et leur influence sur le calibre des vaisseaux ont été mises en évidence. C'est le pluriel, ont été mises. Parce que c'est l'existence et l'influence. Avant que vous ne disiez que le prof a fait des fautes. Ça, vous êtes très fort.
ont été mises en évidence par Claude Bernard en 1851. Il démontre que la section du cordon sympathique cervical chez le lapin a pour conséquence la dilatation des vaisseaux de l'oreille situés du même côté. Il constate que l'oreille devient très rouge et sa température augmente. Il résulte de cette observation que le sympathique envoie à la région céphalique des fibres vasoconstrictrices qui semblent d'ailleurs exercer une action permanente puisque la suppression du cordon s'accompagne de la dilatation de ce vaisseau caulinaire. Là, ce qu'il faut retenir, juste, c'est que Claude Bernard, à travers cette expérience, a montré qu'il existe des nerfs vasoconstricteurs et qu'il y a une influence de ces nerfs vasoconstricteurs sur le calibre des vaisseaux sanguins. Quand on dit sur le calibre des vaisseaux sanguins, ça veut dire que ces nerfs-là peuvent modifier l'ouverture. Maintenant, comme c'est des nerfs vasoconstricteurs, ils ne peuvent que diminuer l'ouverture, c'est-à-dire créant une vasoconstriction. C'est bon? Disposition générale des nerfs vasoconstricteurs. Les fibres vasoconstrictrices prennent leur origine dans la zone viscéro-effectrice de la moelle dorso-lombaire. Alors, le centre cardio-accélérateur médulaire, c'est entre quelle zone et quelle zone? Quelle vertèbre? C1, c'est la cervicale. Et numéro 1, jusqu'à D7, c'est la dorsale numéro 7. Maintenant, les centres vasoconstricteurs, c'est les vertèbres dorsales et les vertèbres lombaires qui sont en dessous des vertèbres dorsales. D'accord? Mais ici, les chercheurs ne vous disent pas que c'est compris en telle vertèbre et telle vertèbre. Parce qu'ils ne savent pas. Ils savent que ça se trouve là, mais ils ne peuvent pas vous dire jusqu'à présent que c'est entre telle vertèbre et telle autre vertèbre. En tout cas, la zone a été appelée la colonne intermédio-latérale. On verra ça tout de suite, c'est dans le texte. Les fibres pré-ganglionnaires de ces nerfs, pourquoi à chaque fois qu'on parle de vasoconstriction, système sympathique, on parle de nerfs de fibres pré-ganglionnaires? Parce que je voulais expliquer lorsque je faisais le système nerveux, au niveau du système orthosympathique, vous avez des fibres pré-ganglionnaires et des fibres post-ganglionnaires. Quel est le médiateur chimique qui est déversé maintenant au niveau de ces ganglions? C'est de l'acétyl, même si on est au niveau du système orthosympathique. Parce que l'adrénaline ne permet pas de transformer un message électrique en un message chimique. Il n'y a que l'acétylcholine qui peut le faire au niveau de la synapse. D'accord? Par contre, les fibres post-ganglionnaires déversent de l'adrénaline. Les fibres préganglionnaires de ces nerfs se terminent au contact des neurones ganglionnaires situés selon les cas, et ça on l'a vu, dans un ganglion latéro-vertébral, soit dans un ganglion pré-viscéral. Est-ce que vous vous rappelez le système nerveux? Parce qu'on a traité le système nerveux périphérique. Les ganglions étaient pré-viscérales ou dans une chaîne latéro-vertébrale. Donc, en conclusion ici, pour le système cardio-accélérateur médulaire, où se trouvent les ganglions? Merci. Dans la chaîne latéro-vertébrale, qui est constituée du ganglion cervical supérieur, ganglion cervical moyen, ganglion étoilé et de la chaîne latérale. Mais pour les nerfs vasoconstricteurs, les ganglions sont périviscérales ou pré-viscérales ou dans la chaîne latéro-vertébrale. Si quelqu'un n'a pas compris, il me dit. Alors, il faut écouter et suivre.
je compare le système cardio-accélérateur médulaire, le système qui gère le cœur. Au niveau du système orthosympathique, vous avez forcément des fibres préganglionnaires et des fibres postganglionnaires. Pour ce système cardio-accélérateur médulaire, les synapses, les ganglions, synapse égale ganglion, ne se font pas de manière hasardeuse. Ces synapses se font au niveau d'une chaîne qu'on appelle la chaîne latéro-vertébrale. Je vous ai dit, il y en a deux qui portent la moelle épinière. Et cette chaîne est constituée du premier ganglion, qu'on appelle le ganglion cervical supérieur, ensuite le ganglion cervical moyen, ensuite le ganglion étoilé, et ce qu'on appelle la chaîne latérale. Donc pour ce système-là, ces ganglions se trouvent dans cette chaîne. Et à partir du ganglion cervical supérieur, vous avez une fibre postsynaptique. À partir du ganglion étoilé, vous avez une fibre postsynaptique. Ça gère le cœur. Maintenant, lorsqu'on arrive au niveau des vaisseaux, vous me suivez? Je vous ai dit que les fibres présynaptiques partent d'une zone qui se trouve au niveau des vertèbres dorso-lombaires. Et je vous ai dit que les chercheurs ne peuvent pas dire que c'est la dorsale numéro 5 ou numéro 6 ou numéro 7 et la lombaire telle. C'est dans une zone dorso-lombaire qu'on appelle la colonne intermédio-latérale. Maintenant, ces fibres présynaptiques qui partent de cette zone-là ne font pas synapse toutes au niveau de la chaîne latéro-vertébrale. Elles peuvent faire synapse au niveau d'un ganglion périviscéral, préviscéral, intraviscéral ou dans cette chaîne latéro-vertébrale. Est-ce que c'est clair? Donc situé dans un ganglion latéro-vertébral, soit dans un ganglion préviscéral. Les fibres postganglionnaires vont se terminer dans les parois artérielles du territoire innervé. Les centres vasoconstricteurs, c'est à retenir ce chapitre. On distingue le centre vasoconstricteur bulbaire. C'est-à-dire qu'au niveau du bulbe, vous avez le centre vasoconstricteur. D'accord? C'est le centre principal de la vasoconstriction. Il se situe dans le plancher du quatrième ventricule, vous voyez, comme le centre cardiomodérateur, comme d'autres centres. Hein? Le plancher du quatrième ventricule est de manière superficielle. À chaque fois que vous entendez de manière superficielle, ça veut dire que si vous prenez une aiguille, vous l'enfoncez là, au niveau du bulbe, en allant à l'intérieur, vous rencontrez d'abord le centre vasoconstricteur bulbaire avant de rencontrer le centre cardiomodérateur bulbaire. Vous comprenez? Vous enfoncez, vous pouvez toucher le centre vasoconstricteur bulbaire et ensuite vous toucherez le centre cardiomodérateur bulbaire. C'est pourquoi on dit de manière superficielle. Une section du tronc cérébral au-dessus du bulbe, une section au-dessus du bulbe. Ces centres se trouvent au niveau du bulbe. Si on coupe au-dessus du bulbe, mais bien entendu, cela ne provoque aucune modification de la pression artérielle. Par contre, une section en dessous, on dit, en dessous du bulbe, est suivie d'une vasodilatation entraînant une chute de la pression artérielle. Vous comprenez ça? Quand on coupe en dessous, c'est-à-dire on a laissé les centres bulbaires en haut, mais forcément ces centres n'agissent plus et on va observer une vasodilatation et la vasodilatation a pour conséquence la chute de la pression artérielle. Au-delà de ces centres bulbaires, vous avez d'autres centres qu'on appelle des centres médulaires. Ils sont situés dans la colonne intermédio-latérale et sont sous la dépendance du centre bulbaire.
et peuvent à eux seuls entretenir un certain tonus vasoconstricteur. Donc, ils peuvent assurer des réflexes vasoconstricteurs. En d'autres termes, si on détruit les centres vasoconstricteurs bulbaires, mais il subsiste toujours un tonus vasoconstricteur. Parce que les centres médulaires peuvent assurer ce tonus vasoconstricteur. Il existe en plus d'autres centres qu'on appelle des centres périphériques. Les centres mis en jeu dans ce cas sont des ganglions sympathiques qui contiennent des neurones ganglionnaires donnant naissance aux fibres post-ganglionnaires. Ceux qui ont commencé à apprendre le leçon et qui comprennent le français savent que c'est déjà traité. Mais vous avez des ganglions périviscérales ou intraviscérales ou très-viscérales. Ce sont ces ganglions-là qui, même lorsqu'on détruit les centres bulbaires et les centres médulaires, entretiennent un certain tonus vasoconstricteur. Vous me suivez? Et je l'ai dit tantôt, ce sont ces centres-là, certains, ou peut-être plusieurs, je n'en sais rien, qui ont été repérés par les Chinois. Et les Chinois, à partir de là, pour générer de l'énergie du corps, vont exciter ces centres avec des aiguilles. C'est ce qu'on appelle l'acupuncture. C'est une technique ancienne, mais qui jusqu'à présent se fait. Ceux qui sont de Mbour savent que sur la route nationale, les Chinois se sont installés là-bas, ils le font. D'accord? Et ils repèrent sur votre corps ce qu'on appelle les méridiens. En d'autres termes, ils savent où se trouvent ces ganglions. Ils vont enfoncer des aiguilles doucement pour atteindre ces ganglions, en fait, pour les exciter. Parce que l'adrénaline est mobilisatrice d'énergie. Quand votre corps est là, comme vous dites en Wolof, vous ne sentez rien, vous ne sentez pas votre corps, vous êtes fragile, fébrile. C'est une manière de vous redonner de l'énergie. Surtout quand ça ne va pas sur le plan mental. Quand ça ne va pas sur le plan mental, le système nerveux central ne donne plus des ordres à l'hypothalamus. L'hypothalamus ne donne plus des ordres à l'hypophyse. L'hypophyse ne peut plus donner des ordres à la glande médulo-surrénale qui assure la sécrétion d'adrénaline dans notre corps, ce qui nous permet d'avoir de l'énergie en permanence. Regardez les gens qui sont dans des situations un peu difficiles, à la limite c'est de l'hibernation. L'existence de ces centres a été mise en évidence de la façon suivante. Après destruction des centres bulbaires et médulaires, on constate qu'il existe toujours un faible tonus vasculaire et ce tonus est assuré par ces centres périphériques. Il a été aussi constaté, là, on devrait aller à la ligne. Vous suivez? Parce qu'on a fini avec ces centres-là. On devrait aller à la ligne. Il a aussi été constaté que la destruction des ganglions, c'est-à-dire de ces centres périphériques, vous me suivez, provoque une chute de la pression sanguine, mais ne supprime pas tout le tonus vasculaire. Il reste toujours un tonus vasculaire. Cela est dû au fait que, en dehors de toute action nerveuse, toutes les phrases ont leur importance. Cela est dû au fait qu'en dehors de toute action nerveuse, c'est-à-dire il n'y a pas de réflexe, il n'y a rien. Les fibres musculaires lisses des artérioles possèdent un tonus propre qui est sous la dépendance d'influence hormonale avec un centre qui se trouve être la médulo-surrénale. La glande médulo-surrénale. Cette glande médulo-surrénale, lorsque vous avez les reins comme ça, cette glande surplombe les reins, se trouve ici. C'est pas ça la glande médulo-surrénale.
Cette glande est constituée de deux zones. Cette zone-là, c'est ce qu'on appelle la cortico-surrénale et à l'intérieur, la médullo, l'ensemble s'appelle capsule surrénale. La cortico-surrénale sécrète des hormones de la croissance. Les gens qui ne grandissent pas vite, on peut leur ingérer des hormones. Et ça, on le verra au niveau de l'activité excrétrice. Hein? Mais s'il y en avait plus. D'accord? Mais là, c'est cette zone centrale qui sécrète l'adrénaline, c'est-à-dire la médullo-surrénale. Cette zone-là, cette glande, en permanence, déverse, libère une quantité infime d'adrénaline pour maintenir le tonus vasculaire. Mais pourquoi? Parce que les vaisseaux, surtout les artérioles, doivent avoir la force de faire passer le sang, d'après la loi de Poiseuille. Et c'est pourquoi, s'il n'y avait aucune énergie, mais le sang aurait coulé de manière monotone. Mais vous savez que le sang, d'après Poiseuille, ne coule pas comme ça. D'accord? C'est des couches qui glissent les unes sur les autres à vitesse inégale. C'est parce que les vaisseaux ont un peu de tonus, et c'est ce tonus-là qui permet en fait de pousser le sang vers les organes. Ce tonus est entretenu par la faible quantité d'adrénaline sécrétée par la glande médullo-surrénale. Qu'est-ce qui provoque maintenant l'état de départ d'une tachycardie ou d'une hypertension? Quand vous avez peur, vous êtes déçu, qu'est-ce qui se passe? C'est le système nerveux central qui s'emballe parce qu'il a été excité, ce système nerveux, par la vue, la peur, par ce que vous avez entendu, les voies somesthésiques. Et ce système nerveux donne l'ordre maintenant à l'hypothalamus, qui donne l'ordre à l'hypophyse. L'hypophyse donne l'ordre à la glande médullo-surrénale. Cette glande va déverser beaucoup d'adrénaline pour que vous ayez en fait dans votre corps de l'énergie qui vous permet en fait de faire face à ce stress, à cette peur ou bien à ce. Vous me suivez? Alors, c'est ça qui fait que chez les garçons, je suis désolé, c'est encore un exemple, normalement vos dions doivent être en état de semi-contraction, tout le temps. Si ce n'est pas en état de semi-contraction, il faut commencer à s'inquiéter. Bon, c'est difficile de donner certains exemples, mais c'est ça. Les garçons qui ont un dion flasque, il n'y a rien, vers 45 ans, 50 ans, vous allez avoir des problèmes. Hein. Vous devez avoir un état permanent de semi-contraction. Maintenant, je sais que dès la fin du cours, vous allez dans les toilettes pour essayer de voir ce que ça marche. Et c'est comme ça. C'est juste un exemple. Juste. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, il y a des garçons qui ne vont pas dormir. Mais s'il n'y a pas ce tonus vasoconstricteur, ça ne va pas. Parce que dans votre truc là, bon, on va répéter, dans vos voyages là. Il y a un corps caverneux, mais vous avez des corps spongieux. Et ce qui est merveilleux, enfin merveilleux, ça dépend.
C'est qu'on a besoin de ce système vasoconstricteur, mais pour être en érection, c'est la vasodilatation. Il faut que vos vaisseaux-là, qui se trouvent dans le corps caverneux et dans le corps spongieux, s'ouvrent pour que le sang puisse rentrer. Mais Dieu est extraordinaire. Ce sang-là, arrivé à un certain niveau, la partie du sang qui va vers vos testicules est refroidie. Refroidie. Écoutez-moi. La partie du sang qui va vers vos testicules là est refroidie avant d'arriver vers vos testicules. Mais parce que sans ça, les cellules seraient lésées et vous ne pourriez pas fabriquer de benzoïdes. Il y a un dispositif qui fait que quand le sang, le cœur lance, arrivé à ce niveau, qu'est-ce qui se passe? Tu l'as tué. Alors, pourquoi vous devez tout le temps prier? Dieu aime l'espèce humaine. Imaginez le sang à 37 degrés. Si ça arrive au niveau des testicules, ça détruit les cellules. Et c'est le même sang là qui diminue la température. Et pourtant, au niveau du truc, du dion, la substance est augmentée. La température est augmentée. 37 degrés, diminuée, augmentée. Par un dispositif physiologique. Quand vous ferez la cryptorchidie, vous verrez ce que je vous dis. En salle de TP là. La cryptorchidie, vous les garçons qui jouez au foot, donc faites attention quand vous recevez des ballons là, surtout quand vous jouez au foot, vous mettez souvent un caleçon assez serré, mais le testicule remonte au niveau du canal inguinal, et quand ça arrive au niveau de l'abdomen, mais en 2 ou 3 jours, ce testicule est détruit par la chaleur du sang. C'est ce qu'on appelle la cryptorchidie. Donc si de temps en temps, écoutez-moi les garçons, ou bien on demande aux filles de sortir et on continue notre cours. C'est le professeur qui parle. J'enseigne la physiologie humaine. Il n'y a pas de tabou. On est d'accord? Quand vous touchez vos testicules et de temps en temps vous ne voyez plus l'un des trucs, c'est parce qu'il est remonté. Je sais qu'il n'est pas existant là, ça. Quand vous touchez, écoutez-moi, vous touchez, vous ne voyez pas. Il est remonté. Il faut appuyer ici. Vous le descendez. Si vous laissez vos testicules remonter, ils vont être détruits. Ou bien ils vont être lésés. Vous allez fabriquer des spermatozoïdes avec des flagelles tronqués, ou avec des acrosomes mous, et vous n'aurez pas d'enfant. Mais parce que la glaire cervicale qui soigne de la femme lorsque la femme a envie de faire l'amour, cette glaire-là, ça a un rôle. C'est comme un filet qui filtre les spermatozoïdes
Et les spermatozoïdes qui ont des flagelles tordus s'accrochent et ne passent pas. Le liquide qui est sorti par la femme au moment des relations intimes, vous avez un liquide qui a un rôle. Ce rôle-là est essentiel. Le vagin de la femme est acide. Pourquoi c'est acide? Parce que c'est pour tuer les germes. Mais au moment de la relation intime avec votre épouse, un des liquides qui descend a pour rôle d'augmenter le pH, histoire de ne pas détruire les spermatozoïdes. L'autre liquide, son rôle, est de pouvoir filtrer les mauvais spermatozoïdes pour que ceux-ci ne passent pas. Parce que si ça passe, c'est ce qui permet d'avoir des enfants mal formés. L'un des liquides est déversé par le col de l'utérus, les cellules du col de l'utérus. L'autre liquide est déversé par le clitoris. Celui qui est déversé par le clitoris, c'est ce qu'on appelle le liquide du plaisir qui permet en fait de faciliter la pénétration pour que les enfants puissent se faire facilement. Je reviendrai sur ça. Donc attention quand vous jouez au foot, quand vous faites mal, et ce n'est pas pour rien que les joueurs, quand il y a un coup franc, ils font ça. C'est pour protéger le cœur et pour protéger les wayas. C'est clair, parce que ça crée des problèmes incommensurables. Oui, je Oui. C'est ça. Quand vous déposez une grosse pierre ici, ça crée une pression et ça fait redescendre le testicule. Parce que le testicule passe par ce qu'on appelle le canal inguinal. C'est un canal qui est là, mais quand il y a la cryptorchidie, c'est comme si vous pressez sur le testicule, ça s'ouvre, ça se dilate et le testicule passe. Une fois que c'est fait là, ça peut être réparé, mais par opération. Le canal là peut être rétréci, mais uniquement par opération. J'ai mon neveu qui a perdu un testicule comme ça. Un enfant de 12-13 ans. Il a été opéré ici à... Comment ça s'appelle? Le SAMU là. Ce qui se trouve vers à la Liberté 6 là. Voilà, SAMU municipal, par un professeur de la faculté de médecine. Parce qu'il jouait au foot et après, il n'a rien dit à ses parents. C'est parce qu'on a constaté des fois que quand il tousse, il sort du sang. Et quand on a fait le diagnostic, le testicule était monté depuis. Après la radiographie, on n'a trouvé qu'un seul testicule, l'autre on ne l'a pas vu. Le médecin l'a opéré en allant vers l'abdomen pour chercher ce testicule. Je vous assure. Oui, c'est mon neveu. Il ne l'a pas retrouvé parce que ça s'est dissous. La température a tout dissous. Tout. Donc actuellement, il fonctionne avec un testicule. Mais il peut faire des enfants avec un seul. Ça arrive. C'est comme les femmes qui sont opérées d'un ovaire pour avoir des enfants. Elles peuvent avoir des enfants. Donc c'est des choses qui arrivent. Et il faut vous expliquer, même si des fois cela paraît un peu hard. Les centres supérieurs, vous savez, j'ai des nièces et des neveux dans la salle. Mais c'est comme si elles ne sont pas là, ou s'ils ne sont pas là. Moi, quand j'enseigne, c'est M. Sembène. Mais quand je sors, c'est tonton Sembène. Ou papa Sembène.
Signe de respect. Les filles qui appellent leurs copains par papa sont très respectueuses. Ça veut dire qu'elles acceptent d'avoir un kilifa. Mais bébé, ces garçons-là, il faut refuser. Mais c'est une forme de dominance. La femme a toujours le désir de montrer sa supériorité, montrer qu'elle vous domine, qu'elle vous fait faire ce qu'elle veut. Et c'est pourquoi on vous ramène à un niveau d'enfant, bébé. Et quand elle vous donne le truc là, elle caresse la tête en disant bébé. Parce qu'en ce moment-là, elle vous assimile à un enfant qu'elle n'a pas encore eu. Et vous là aussi, grand gaillard, vous. Ça vous arrive ou ça vous arrive? Non, les garçons. Entre nous, quoi, entre garçons. Ça vous arrive ou ça ne vous arrive pas? Vous n'avez jamais tété? Bon, j'arrête de déconner, on continue. Et centre supérieur. Je ne comprends pas. Les étudiants ou les étudiantes, quelque part, elles font les innocentes ou les innocents. Elles voulaient nous faire tomber là. Les Ivoiriens ne font pas ça. C'est tellement plus beau avec les Ibadou. Parce que vous ne pouvez pas imaginer le plaisir de dérouler le foulard comme ça. Et ça ne finit jamais. Tu déroules ça. Et à chaque fois tu espères, ça ne vient pas. Tu déroules, tu espères. Et dès que tu arrives là, ah mais c'est comme ça. Bon, je continue parce que j'allais m'attaquer aux gens aux filles qui mettent les greffages. Là, c'est encore plus périlleux. Tu as du mal à accéder au cuir chevelu parce que partout, c'est des pointes à l'intérieur. C'est des... Tu mets tes doigts, tu te piques, tu enlèves. Parce qu'à l'intérieur, c'est des épingles pour retenir. Et quand ça gratte, elles n'osent pas enlever, elles font ça. À l'intérieur. Tellement c'est... Non. Et le pire, c'est quand elles vous donnent à téter, vous avez les mèches là qui rentrent dans vos yeux.
Ça crée des irritations et vous pleurez. Bon, je ne continue pas. Les centres supérieurs, l'hypothalamus et le cortex. En d'autres termes, au-delà des centres bulbaires, médulaires, des centres périphériques et de ce tonus vasculaire, si le corps manque encore d'énergie, là on fait maintenant appel au système nerveux central, l'hypothalamus et le cortex. Ces centres interviennent lors de certaines adaptations vasculaires, oui, de réactions émotionnelles et de thermorégulation. En d'autres termes, pour la thermorégulation, les collègues du deuxième semestre, normalement, devraient vous expliquer cela. Mais vous tous, vous sentez que quand vous avez froid, en période de fraîcheur, des fois vous frissonnez. Et c'est de la thermorégulation. C'est le corps qui essaie d'augmenter la température sur la peau. Parce que la peau, qui est un tégument, est en contact direct avec la température extérieure. Donc c'est de la thermorégulation. Et ceci par action sur les centres sous-jacents. Sur les centres sous-jacents, ça veut dire que le cortex agit sur l'hypothalamus, qui agit sur l'hypophyse, les centres sous-jacents. C'est un mécanisme d'action des nerfs vasoconstricteurs. Les nerfs vasoconstricteurs agissent sur les muscles lisses des parois vasculaires en libérant un médiateur chimique qui est l'adrénaline ou la noradrénaline, substance très voisine de l'adrénaline. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que l'adrénaline n'est déversée que par la glande médulo-surrénale. Ce qui est déversé par les terminaisons nerveuses du système orthosympathique, c'est de la noradrénaline. Mais nous, dans le cours, on va utiliser le terme d'adrénaline. Les nerfs vasoconstricteurs qui sont des nerfs adrénergiques. Et là, ce n'est pas à retenir, hein. Vous avez des formules chimiques. C'était juste pour vous montrer comment la noradrénaline est voisine de l'adrénaline. Et dans la figure qui est encadrée, c'est qu'on part de la L-tyrosine et qu'on arrive en fait à l'adrénaline. En d'autres termes, l'adrénaline qui est déversée par la glande médulo-surrénale est fabriquée par les dogmes de la biologie moléculaire. Les dogmes, D-O-G-M-E-S. C'est-à-dire ce dogme central de la biologie moléculaire, la réplication, la transcription qui permet en fait de fabriquer de l'ARN messager et ensuite la traduction qui permet d'avoir des protéines. On est d'accord? Alors ces protéines, quand vous dites la L-tyrosine, c'est un acide aminé qui est fabriqué donc au niveau de la glande médulo-surrénale et cet acide aminé-là va, selon ce cycle-là, être transformé en adrénaline. Pourquoi L maintenant, tyrosine? L, la lettre L. Vous l'avez appris? Une personne à la fois. Left. Oui, mais ça veut dire quoi? Left, c'est la gauche. Mais ça veut dire quoi? Hein? Plus jeune. Oui, vers la gauche. Mais quoi vers la gauche? Qui dévie la lumière vers la gauche. C'est ce qu'on appelle des énantiomères. La même molécule, mais l'une dévie la lumière vers la gauche, lévogir, l'autre vers la droite, extrogir. Et les molécules-là n'ont pas les mêmes actions. La même molécule peut être lévogir et toxique, l'extrogir n'est pas toxique. D'accord? Quand vous êtes devant un miroir, vous voyez votre visage, vous voyez votre corps, mais celui qui est devant vous, votre droite, c'est sa gauche.
Vous n'aviez pas fait attention. Est-ce que donc c'est la même personne? C'est sémantique, c'est de la philosophie. Mais la personne qui est devant vous, sa droite correspond à votre gauche. Et vous dites que c'est la même personne. Ah non, ça aurait été la même personne, sa droite aurait été votre droite. Mais parce que ce n'est pas une personne, c'est une image, un reflet. Vous ne pouvez pas dire que c'est une personne. C'est vous la personne. Ce que vous voyez est une image, un reflet. Bon. La vasodilatation. Sa découverte est due à Claude Bernard. Géno, qui est absent. Hein? Il pense à quoi? Il pense à quoi? Hein? Ah oui, j'imagine. Et Tata n'est pas crainte, elle est là-bas. D'accord? Elle ne va pas disparaître. Sa découverte est due à Claude Bernard. L'excitation périphérique de la corde du tympan sectionné détermine une intense dilatation des vaisseaux de cette glande qui se congestionnent et subissent une élévation de température. La corde du tympan est donc un nerf vasodilatateur. D'autres actions vasodilatatrices ont été découvertes. Mais leur mise en évidence est difficile car en fait, il existe très peu de nerfs qui contiennent des fibres vasodilatatrices sans contenir de fibres vasoconstrictrices. Quel nerf par exemple? Le nerf 10. Hein? Et les effets opposés sont difficiles à dissocier. C'est pourquoi la systématisation des nerfs vasodilatateurs est moins bien comprise que celle des nerfs vasoconstricteurs. On sait que ces nerfs appartiennent en grande partie au système parasympathique, dont le principe actif est l'acétylcholine. Quant aux centres vasodilatateurs, ils sont mal connus. On admet qu'ils se trouvent dans la région du bulbe et de la moelle épinière. Quant au mécanisme d'action, il est le même que celui des nerfs vasoconstricteurs, c'est-à-dire humoral. Le médiateur chimique est l'acétylcholine. Maintenant, la régulation de la vasomotricité. C'est lourd. C'est assez lourd en termes de texte. Donc après, je vais vous résumer tout ça, ce que vous avez à retenir. Parce que le texte, les phrases sont lourdes. Le vocabulaire est assez lourd. D'accord? Je vais vous résumer tout ça après, Inch'Allah. Régulation de la vasomotricité. Comme les centres régulateurs cardiaques, les centres vasomoteurs sont aussi sensibles à des influences multiples qui entretiennent ou modifient leur activité. Attention, jeunes gens. Ne confondez jamais les centres qui interviennent dans la régulation cardiaque, des centres qui interviennent dans la régulation de la vasomotricité. Ce ne sont pas les mêmes centres. D'accord? Les centres vasoconstricteurs présentent un état tonique, c'est-à-dire qu'ils exercent une influence continue sur les muscles périartériels pour les maintenir dans un état permanent de semi-contraction. C'est ce que je disais tout de suite chez les garçons. Les centres vasodilatateurs sont caractérisés par l'absence d'un tonus permanent. Par exemple, la section de la corde du tympan, qui est un nerf vasodilatateur pour la glande sous-maxillaire, n'entraîne pas de modification vasculaire de cette glande.
les réflexes vasodilatateurs sont des réflexes locaux. En d'autres termes, ici, comme j'ai eu à vous dire, le système vasoconstricteur exerce de manière permanente une action en déversant une faible quantité d'adré. Ce n'est pas le cas du système vasodilatateur. L'adrénaline est mobilisatrice d'énergie. L'acétylcholine est conservatrice d'énergie. Et c'est pourquoi Canon disait que l'adrénaline est l'hormone des circonstances critiques. Il y a une année, j'ai donné, en rentrant chez moi, je ne savais pas quoi donner. Cette phrase m'est venue en tête. C'était l'examen. Pourquoi Canon disait que l'adrénaline est l'hormone des circonstances critiques. Point. Ce n'est pas de la philosophie. Tout est dans le cours si tu as compris. Non. Tout est dans le cours. Et ce n'est pas du tout de la course. C'est de la régulation. La régulation. Quand est-ce que l'adrénaline est déversée? En cas d'hypotension, ce que je veux dire, pour réguler, c'est en cas d'hypo, tu dois décrire tous les éléments de régulation de l'hypotension. Donc, ce n'est pas de la philosophie. Mais non, il y a des étudiants qui aiment philosopher. Ça, je n'y peux rien. Ça, vous n'y pouvez rien. Vous avez beau leur dire, faites les choses de manière simple, mais ils vont commencer leur copie en disant, étant donné que là, je comprends. Alors qu'on vous dit, en tout cas dans mes sujets, la précision, la concision et la qualité rédactionnelle. Et quand vous donnez une réponse, la réponse doit être précise. La qualité rédactionnelle, c'est-à-dire parler du français, écrivez du français. Monsieur, j'avais passé à ton bureau, ça ne se dit pas. La moitié des étudiants disent ça. Monsieur, j'étais passé, mais pas j'avais passé. Dans vos copies là, il y a un professeur, elle est partie à la retraite, je ne veux pas citer son nom. Quand elle corrigeait, des fois on l'entendait dans le couloir, venez voir. Elle avait les copies des étudiants. Elle est en physiologie animale, 2e étage, de l'autre côté, mais elle sortait, venez voir. Définition de micro-aliment. Un étudiant qui dit c'est un aliment qu'on peut manger sans le voir. C'est grave des fois. N'importe quoi dans vos copies, n'importe quoi. Mais bon, de telle sorte que maintenant, beaucoup de profs corrigent en fait le fond, ne s'attardent pas sur la forme, parce que sinon c'est de très mauvais choses. Mais il y a énormément, tu vois du n'importe quoi. L'autre jour, je corrigeais les sujets qu'on donne aux gendarmes pour les concours d'officiers de police et tout. C'est nous qui donnons les sujets. Et d'ailleurs, il faut tenter ces concours. Ils aiment bien prendre des scientifiques. Le concours pour le niveau master est ouvert d'ailleurs, police et gendarmerie. Il faut tenter. J'ai beaucoup d'étudiants qui sont maintenant dans la police scientifique et la gendarmerie.
Et beaucoup de filles, parce qu'ils veulent féminiser un peu ces corps-là. Et quand vous avez des masters ici, ils vous prennent. D'ailleurs, dans le master, il y a un policier qui est revenu. Vous faites de la génétique, ils reviennent. Donc si vous pouvez, si vous êtes courageux, faites ces concours. Parce qu'après, mais vous n'êtes pas au niveau des rues ou bien des routes. Vous jouez un rôle dans les laboratoires scientifiques. C'est intéressant et c'est bien payé. Je ne veux pas citer les noms des gens dans la salle. Il y a même un étudiant, lui il était déjà en thèse. Le jour en allant à Hambourg, je l'ai croisé, il a fini sa formation. La brigade qui a eu le chanteur là, Tchonsek, lors des Phobiers là, celle qui a dirigé la brigade provient du master en génétique des populations. C'est une fille. Pour vous dire que vous pouvez faire ces concours. Bon, maintenant, au niveau de la gendarmerie, on va vous raser. Hein. Déjà, vous vous rasez la tête. Vous qui mettez les perruques, ça ne pose pas de problème. On va vous raser, on va vous former, mais après, vraiment, vous êtes bien payé. Très bien payé. La police aussi. Bon, c'était juste des informations. Action directe. Vous savez que même après avoir commencé le travail, vous pouvez continuer vos études. Et souvent, il y a une prise en charge de ces organismes qui paient vos études. Les gens ne le savent pas, mais dans ces organismes-là, même dans les ministères, ils peuvent vous payer vos études. Comme ça, vous pouvez continuer. Les masters, ce n'est pas lourd. Vous pouvez trouver du travail et continuer à augmenter vos diplômes. Et c'est pourquoi il y en a beaucoup qui reviennent. L'excitation centripète parvient au centre nerveux occasionnellement par les nombreuses voies de la sensibilité générale. Le point de départ du réflexe pouvant être cutané, muqueux, sensoriel ou viscéral. Les effets produits sont souvent vasoconstricteurs, mais parfois vasodilatateurs. Les stimuli peuvent être mécaniques, tels que l'irritation, qui peut provoquer d'abord une vasoconstriction, puis une vasodilatation. Quand ça gratte, quand ça vous irrite, souvent, vous grattez le corps. Vous voyez combien c'est rouge? Pour les gens qui ont une peau claire. Parce que quand vous êtes noir, vous ne voyez rien. D'accord? Donc vous faites ça, vous voyez que c'est rouge. En fait, c'est une vasoconstriction. Mais après, ça va se dilater. Ça va se dilater. Maintenant, ceux qui sont noirs, vous allez vous gratter. Pour conserver la couleur claire, les hommes clairs devraient se marier aux femmes claires. C'est ce qu'on appelle une fixation génétique. Mais tu es noir et tu cherches une femme claire en pensant que tu vas avoir des enfants intermédiaires. Des fois, c'est des enfants ou plus noirs que toi. Et des fois, dans la famille, on tombe sur un enfant de teint clair. C'est la méiose. Et généralement, la femme qui est claire là, peut-être que sa maman était noire. N'oubliez pas que le caractère noir récessif est dans son corps. Si maintenant, par méchanceté, elle ne vous donne que le noir, mais vous aurez des enfants noirs, tout le temps. Donc, le noir est une belle couleur. Et ce n'est même pas une couleur, le noir, c'est l'absence de couleur.
Parmi les couleurs, le noir, c'est l'absence de couleur, ce n'est pas une couleur. Et vous avez vu les couleurs de l'arc-en-ciel? Et vous avez vu du noir? C'est l'absence de couleur. Le froid n'existe pas, c'est l'absence de chaleur. Mais la chaleur est quantifiée. Mais est-ce que le froid est quantifié? On va dire plus 1 degré, 2 degrés en fonction de la chaleur. Mais quand c'est le froid, c'est toujours moins. Le froid n'a pas une unité. C'est comme le mal. Le mal n'existe pas, c'est l'absence de bien. Dieu n'a pas créé le mal. C'est l'absence de bien. Même quand la lumière, on dit que l'obscurité n'existe pas, c'est l'absence de lumière. Là, il y a de la lumière parce qu'il y a les lampes d'or, c'est parce qu'il y a le soleil. Et dès que vous n'avez plus de soleil, vous n'avez plus de lune, absence de lumière, donc vous êtes dans le noir. Les stimuli peuvent être mécaniques, tels que l'irritation qui peut provoquer d'abord une vasoconstriction puis une vasodilatation. Les éléments thermiques peuvent constituer d'autres stimuli, comme par exemple la température. Le froid provoque une vasoconstriction parce que vasoconstriction. D'accord? Mais au-delà d'une certaine limite, une vasodilatation. La preuve, le matin, quand l'eau n'est pas réchauffée, quand l'eau tombe, concentrée. Bon, il y en a qui font ça. Et comme si il y en a même qui récitent des sourates en pensant que ça va réchauffer l'eau. Mais non! Prenez de l'eau, s'il vous plaît. Quand c'est froid là, mettez votre doigt, vous prenez de l'eau, vous tapotez le cœur. C'est lu ngeen mag ñi ñu doon sangé xalé. Ils prennent de l'eau ou elles prennent de l'eau. Vous tapotez ici. Parce que le cœur qui sent d'abord le froid. Vous reprenez encore, vous tapotez. Vous prenez, vous tapotez. Vous commencez à vous accoutumer. Et ensuite, vous mettez un peu ici. Voilà. Ça ruisselle. Et ensuite, je sais qu'il y a des gens qui ont peur de l'eau fraîche. Et ensuite, vous prenez de l'eau, vous faites comme ça. D'accord? Et ensuite, vous faites comme ça. Derrière. Là, vous commencez vraiment à vous accoutumer. Mais ce n'est pas sûr de montrer que vous êtes des guerriers ou des guerrières. L'eau fraîche, vous rentrez directement, mais vous pouvez être tétanisé et rester là. C'est pas sûr. Il y en a qui ouvrent le robinet et qui se mettent là-bas en attendant que l'eau se...
sérieux, il y en a qui ne se lavent même pas le matin. Et ça, je peux le savoir. Non, sérieux? Si vous voulez savoir si votre copain se lave ou ne se lave pas, c'est là derrière l'oreille. Vous faites ça, c'est toujours sale chez les gens qui ne se lavent pas. Vous pouvez essayer, hein? Le froid. Le froid provoque une vasoconstriction ou une vasodilatation au-delà d'une certaine limite. Les stimuli, le CO2, l'acidose et l'histamine provoquent généralement une vasodilatation. L'histamine, c'est important pour vous aussi. C'est une substance qu'on rencontre très souvent chez le poisson, la crevette. Les poissons dits poissons noirs. S'il y a des lébous dans la salle, ils savent ce que ça s'appelle le saka, ngot. D'accord? Il y a aussi ça vous connaissez tous, le thon noir. Il y a du thon blanc et il y a du thon noir. Alors nous avons vu les actions directes sur les vaisseaux, qui sont très forts. Et les actions sur les centres moteurs, maintenant. On distingue deux types d'actions. Contrôle direct. On distingue deux types d'actions. Contrôle direct. Alors, quand on parle de contrôle indirect, vous allez voir qu'on va voir le contrôle indirect. Même au niveau de l'activité respiratoire. Dès qu'on parle de contrôle direct, ce sont les éléments qui sont dans le sang, le CO2, les gaz là, le CO2 et l'oxygène, qui agissent directement sur les centres. C'est bon? Vous avez compris? Dans le sang, vous avez du CO2, vous avez de l'oxygène. Lorsque ces gaz-là, comme les centres sont irrigués par le sang, ces gaz arrivent au niveau de ces centres. L'action de ces gaz sur les centres directement, c'est ce qu'on appelle un contrôle direct. À chaque fois qu'il s'agit de contrôle indirect, c'est un réflexe. Contrôle indirect, ça veut dire réflexe. Cette action est liée à la veinosité du sang qui irrigue les centres vasoconstricteurs. Par exemple, l'élévation de la teneur du sang en CO2 excite directement le centre bulbaire et même d'une façon moins sensible les centres médulaires et déclenche une vasoconstriction. Se reconcentre, c'est important. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? L'élévation de la teneur du sang en CO2. Donc, rappelez-vous, la dernière fois, je vous avais dit que lorsque vous avez une augmentation du taux de CO2, c'est la même chose que lorsque vous avez une augmentation de la pression de la pression. Ça provoque, je dis bien provoque, pas entraîne, ça provoque une tachycardie. Là maintenant, vous pouvez y rajouter, ça provoque une tachycardie et une vasoconstriction. C'est bon? Et qui dit augmentation du taux de CO2
est identique à l'augmentation de la pression, on peut aussi dire que la diminution du taux de quoi? D'oxygène est assimilable à une diminution de la pression. C'est bon? Lorsque l'accroissement de la pression partielle du CO2 est très important, on observe une vasodilatation. Et parce qu'il y a une régulation. Globalement, on peut dire que l'excès de CO2 ainsi que le manque d'oxygène provoque une hypertension et une vasoconstriction. À l'inverse, la baisse du taux de CO2 ainsi que l'arrivée d'oxygène après un manque d'oxygène peuvent provoquer une hypotension et une vasodilatation. Maintenant, le contrôle indirect. Les éléments ou les réflexes ont comme point de départ, regardez encore ici, les zones baro et chimio-sensibles. Quand je dis la zone baro, c'est quelle zone? Oui, mais c'est quelle zone au niveau de la crosse aortique? Et quand on dit chimio-sensible, c'est quelle zone? Le glomus carotidien. Merci. C'est-à-dire les zones cardio-aortiques et sinon carotidiennes. Les influx qui naissent de ces zones atteignent les centres vasomoteurs par les nerfs de Sion et de Héry. Ces nerfs ont un rôle sur la régulation des facteurs de la pression artérielle, facteurs cardiaques et vasculaires. L'augmentation de la pression sanguine produit par une vasodilatation compensatrice une diminution du tonus des centres vasoconstricteurs. Vous avez compris cette phrase? On le dit, je vous explique. L'augmentation de la pression sanguine. L'augmentation de la pression sanguine doit provoquer quoi? Une tachy. Maintenant, au niveau des vaisseaux, une vasoconstriction doit provoquer, j'ai dit. Le verbe provoquer, c'est l'état de départ. D'accord? Et c'est pourquoi j'ai mis ici virgule, par une vasodilatation compensatrice, là c'est après régulation, une diminution du tonus des centres vasoconstricteurs. Cette commande est uniquement nerveuse. Inversement, une diminution de la pression artérielle provoque une vasoconstriction compensatrice. Ce provoque-là doit être barré, c'est entrer. D'accord? Comme ça, vous n'allez pas vous brouiller. Inversement, une diminution de la pression artérielle entraîne une vasoconstriction généralisée ou compensatrice. Cette fois, la commande est nerveuse et humorale. De même, la variation de la teneur en CO2 du sang agit par un mécanisme réflexe passant par les nerfs de Héring essentiellement et prenant origine au niveau de la zone vasosensible du sinus carotidien, si bien que l'excès de CO2 et la diminution de l'oxygène provoquent une tachycardie et une hypertension. À l'inverse, l'excès d'oxygène et la diminution de CO2 provoquent une bradycardie et une hypotension. Je vous lis le reste et je vous résume tout ce qu'on a fait. Action maintenant par réflexe humoral. Il s'agit ici de réflexes qui ont pour conséquence la stimulation ou l'inhibition de la sécrétion de la glande surrénale. Les hormones sécrétées atteignent les muscles lisses des vaisseaux par la voie humorale. C'est l'adrénaline qui est sécrétée par la médullo-surrénale après l'excitation par le nerf splenique. Ainsi, une hypotension au niveau des zones sensibles de l'aorte provoque un réflexe qui a pour conséquence la libération de l'adrénaline. La neurohypophyse peut libérer aussi une hormone appelée vasopressine ou une hormone antidiurétique qui a un effet vasoconstricteur. Le rein libère la rénine qui provoque une vasoconstriction par l'intermédiaire de l'hypertensine, qui est un produit de transformation de l'hypertensinogène par la rénine. En conclusion,
L'essentiel de l'activité cardiovasculaire se résume à la régulation de la pression artérielle et on peut retenir de cette régulation que les réflexes mettent en jeu la commande nerveuse par les différents nerfs vagues, sympathiques, éruptions, etc. et par les différents centres qui sont cardio ou vasomoteurs. Mais il faut aussi noter l'existence de commandes hormonales par l'intermédiaire de la médullo-surrénale. Ainsi, dans le cas de l'hypertension, cette commande humorale interviendrait, mais paraît secondaire puisqu'on note qu'une augmentation de la pression sanguine provoque la vasoconstriction, même chez un animal complètement décapsulé. Au contraire, dans le cas de l'hypotension, la commande humorale paraît importante. Une diminution de la pression artérielle provoquerait une décharge d'adrénaline de la part des surrénales qui contribue à l'accélération du cœur et à la vasoconstriction. Cette décharge de la surrénale sous l'action d'une hypotension est déclenchée par le centre adrénalino-sécréteur bulbaire qui envoie son influx par le nerf splenique. En définitive, ce sont essentiellement le centre cardiomodérateur bulbaire et le centre vasoconstricteur et plus accessoirement les centres cardio-accélérateurs, vasodilatateurs et adrénalino-sécréteurs qui régulent la pression artérielle. Je vais vous résumer tout cela. Le moyen du ganglion étoilé et de la chaîne latérale. Les fibres préganglionnaires de C1 à C3 rejoignent le ganglion cervical. De C4, C5, C6, C7 passe par le nerf vertébral et rejoignent le ganglion étoilé. Ah. Les fibres de D1, D2, D3, D4 arrivent aussi au niveau du ganglion étoilé, mais à un niveau inférieur. Non, point virgule. D6, D7, D5, D6, D7 arrivent toujours au niveau du ganglion étoilé, mais en passant par la terre latérale. Maintenant, je continue. Du ganglion cervical supérieur par un nerf post-ganglionnaire qu'on appelle. D'accord, vous avez oublié. Le filet sympathique ou le filet cardio-accélérateur. Donc, vous voyez. D'accord? Même si vous me mettez simplement un nerf sympathique post-ganglionnaire qui arrive au niveau du plexus intracardiaque, je suis d'accord. Du ganglion étoilé par un autre nerf qui arrive lui aussi au niveau du plexus intracardiaque. On est où? Là. Ces fibres nerveuses déversent de l'adrénaline. L'adrénaline est une hormone. Non, là je vous fais. Voilà. Dans le plexus intracardiaque. Là, il faut décrire. Dans ce plexus intracardiaque, où arrivent ces fibres centrifuges, se trouve le nœud de Keyteflak, qui est à l'origine de l'initiation de la contraction et qui distribue son énergie au niveau du nœud d'Ashok-Tawara, qui par le réseau de Purkinje et le faisceau de His continue la distribution au niveau du cœur. Cela entraîne une tachycardie compensatrice. La tachycardie peut se manifester par un effet inotrope positif, un effet chronotrope positif et accessoirement un effet tonotrope positif. Point. Donc il ne faut pas souhaiter que je donne d'écrivain. Et on continue. De la crosse aortique et du sinus carotidien partent des réflexes, l'un qui chemine le long du nerf de Sion, l'autre le long du nerf de Héry. Ces réflexes excitent le centre cardio-modérateur bulbaire qui, par la voie du nerf 10, déverse de l'acétylcholine au niveau du cœur, entraînant une bradycardie compensatrice. Voilà ce qui se fait au niveau du cœur. Au niveau des vaisseaux,
Les réflexes partent des mêmes zones. Crosse aortique et sinus. Mais attention, ces réflexes ne vont plus vers les centres cardio, parce que ça c'est le cœur. On est au niveau des vaisseaux, c'est au niveau des centres vasaux. Là, le centre qui est alerté est le centre vasodilatateur bulbaire. De ce centre part un nerf, le nerf 10, qui déverse cette fois-ci de l'acétylcholine au niveau des vaisseaux. Ne me dites pas au niveau du cœur, parce que le cœur c'est déjà fait. C'est au niveau des vaisseaux entraînant une vasodilatation. Pour l'hypertension, voilà la régulation. C'est simple. Toutes les voies de régulation de l'hypertension sont des voies réflexes. Maintenant, en cas, oui, là, centre vasodilatateur bulbaire. En cas d'hypotension, généralement, l'hypotension peut être due, je ne le souhaite pas, à un accident. Même en cas de menstru, chez les femmes, hypotension. Quand vous donnez naissance, vous perdez beaucoup de sang, hypotension. Quand vous ne mangez pas correctement, ça c'est femmes et hommes, hypotension. Et quand je dis correctement, c'est une hygiène alimentaire. D'accord? Cette hypotension peut être régulée. Mais, auparavant, comment ça se manifeste au niveau du cœur? Par une bradycardie. Vous êtes en léthargie, on dirait qu'on ne sent pas votre cœur. Par une vasodilatation. Au niveau du cœur, naissance de réflexe au niveau de la partie ascendante de la crosse aortique et du sinus carotidien. Cette fois-ci, ces nerfs vont aller inhiber le centre cardio-modérateur bulbaire. Là aussi souvent, avec les nombreuses révisions, vous oubliez et vous amenez les nerfs, comme vous voulez avoir une tachycardie, vous amenez les nerfs directement vers le centre cardio-accélérateur médulaire. Ça n'existe pas. D'accord? C'est vers le centre cardio-modérateur bulbaire, cette fois-ci qui est inhibé. L'inhibition du centre cardio-modérateur bulbaire va provoquer l'excitation du centre cardio-médulaire grâce à un interneurone. Et c'est ça, c'est extraordinaire. Cet interneurone-là va convertir ici ce qui était en état d'inhibition en état d'excitation. Et ça, on pourrait rentrer dans le fond des choses, mais je n'ai pas le temps. C'est juste une question de pH du liquide céphalorachidien qui fait que cet interneurone-là puisse convertir un signal qui était négatif en un signal qui est devenu positif. Excitation du centre cardio-accélérateur médulaire qui, par les nerfs sympathiques, déverse de l'adrénaline, entraînant une tachycardie compensatée. Voilà ce qui se fait en cas d'hypotension au niveau du cœur. Que ça. Au niveau des vaisseaux maintenant, et c'est là où vous avez besoin davantage de suivi. À partir de la partie ascendante de la crosse aortique, du sinus carotidien, des réflexes vont partir. Ces réflexes-là étaient déjà partis quelque part, c'est pour régler le problème du cœur. Mais là, ils vont aller vers un centre pour régler le problème des vaisseaux. Ils vont exciter le centre vasoconstricteur bulbaire. Et ce centre, via les nerfs sympathiques, déverse de l'adrénaline au niveau des vaisseaux. Et c'est important, au niveau des vaisseaux. Donc là où ces nerfs déversent de l'adrénaline, c'est là où va se passer la vasoconstriction. C'est pourquoi on dit une vasoconstriction locale. Si le problème n'est pas réglé, l'individu tend à mourir. Pourquoi l'individu tend à mourir? Parce qu'il n'a plus d'énergie. En ce moment-là, la partie ascendante de la crosse aortique, toujours le sinus carotidien, ces deux braves nerfs vont aller chercher autre chose de plus puissant. Qu'est-ce qu'ils vont aller chercher? Un centre qu'on appelle le centre adrénalino-sécréteur bulbaire. Donc là, vous avez une voie carrément réflexe. D'accord? On dit une voie nerveuse. Là, vous avez une voie qui commence par un réflexe, mais qui sera terminée par une hormone. On dit voie neuro-hormonale. D'accord?
Imaginez le corps, comment il lutte. Le cœur, les vaisseaux, ils envoient des réflexes. Au niveau du centre vasoconstricteur bulbaire, le problème n'est pas réglé, l'individu continue d'être malade. Sillon et Érine vont aller alerter le centre adrénalino-sécrétaire bulbaire qui, par le nerf splanchnique, va maintenant alerter la glande médullo-surrénale. Donc le nerf splanchnique va aller secouer la glande médullo-surrénale pour lui dire quoi? De déverser de l'adrénaline dans le sang. En ce moment-là, l'adrénaline est dans le sang, c'est tous nos vaisseaux qui vont aller en vasoconstriction. C'est pourquoi on a mis ici, entraînant une vasoconstriction générale. Si le problème n'est pas réglé, le corps fait appel maintenant au système nerveux central. Et en ce moment, le système nerveux central va dire à l'hypothalamus, qui va dire à la neurohypophyse, de déverser une hormone qu'on appelle l'ADH, antidiurétique hormone. Pourquoi l'ADH? Antidiurétique. Ça veut dire une hormone qui permet de ne pas uriner. Mais si on n'urine pas, on garde la quantité de notre sang. C'est pour avoir beaucoup de liquide dans notre sang. Ceci va créer davantage une vasoconstriction. Si le problème n'est pas réglé, l'individu ne veut pas aller. On donne l'ordre à qui maintenant? Au rein. Et on va dire au rein, il faut aller sécréter une substance qu'on appelle la vénine. Cette substance-là ne peut rien faire. Elle entre dans le sang, elle cherche quoi? Une protéine. Une protéine qu'on appelle l'alpha-2-globuline. S'accroche à cette protéine et la transforme en hypertensinogène. On ne peut rien faire. Pourquoi l'individu qui est malade doit manger? Il a besoin de quoi? Du NaCl. Le NaCl se dissocie et les ions Cl- vont converser l'angiotensinogène ou l'hypertensinogène en hypertensine, qui est le plus puissant vasoconstricteur de l'organisme. Si le problème n'est pas réglé, inna lillahi wa inna ilayhi. L'individu va mourir. Comment se manifeste la mort? D'abord par la perte d'appétit. Perte d'appétit. On ne peut plus manger. Tout ce qui entre coule. Un silence. On veut s'extirper du monde. Je continue? On veut s'extirper du monde. Silence. On ne veut plus parler à personne. On ne peut plus uriner. Accumulation de toxines si on n'urine pas. Le corps devient marbré. Et on dit que nit ki dafa mel ni dafa xees. Mais parce que ces vaisseaux sont remplis de toxines. Je vais continuer parce que je ne veux pas vous faire peur. Mais sachez qu'au dernier moment, quand la mort va s'avancer, mais elle est douce cette mort. Elle va commencer par le ventricule. En bloquant le réseau de Purkinje et le faisceau de His, le ventricule ne se contracte plus. Cette mort remonte au niveau des oreilles, va s'agripper au niveau du nœud de Keyteflat. Il n'y a plus d'énergie pour faire fonctionner le cœur. Il n'y a plus d'énergie sous forme d'ATP. C'est malade tout le monde. Va venir prendre votre roue, rame, l'énergie qui est contenue dans votre corps. On se verra dans